Mesdames et messieurs, nous reprenons exactement dans les temps prévus nous commençons cette seconde partie de la session du matin avec le professeur Mia Korpiola qui nous vient de Finlande, mais qui, elle aussi, illustre bien ces migrations culturelles et intellectuelles. Alors, avec Madame Korpiola, nous allons avoir, ce qui est assez rare tout de même, une approche dans le monde, dans les cultures juridiques scandinaves, et tout en étant finlandaise et attachée à l'université de Turku, Madame Korpiola est aussi une très grande experte de la culture juridique et des développements suédois. Je vous dirais presque, si je devais hasarder une espèce de comparaison qui n'est pas tout à fait une, mais que la Finlande et la Belgique ont en commun que nous sommes des pays qui avons connu de très longues dominations étrangères, diverses dominations étrangères, et que ces différentes dominations étrangères ont évidemment entraîné des transplantations, des impositions, parfois simplement, de systèmes et aussi d'une partie d'une culture juridique étrangère, avec tout le problème de l'assimilation et de voir comment, à long terme, cela se développe. Donc là aussi, on a un phénomène qui, toujours dans la particularité ici du cas de la Finlande, des pays scandinaves, qui peut se retrouver, ou des pays même autour de la Baltique, qui est en fait quelque chose qu'on retrouve aussi dans de nombreuses autres parties de l'Europe. Il y a dans le droit comparé, dans l'histoire comparative du droit, souvent un peu une tentation de se limiter, de se concentrer un peu trop fort sur les grands pays. C'est un péché que je commets moi-même très souvent, que j'ai commis aussi dans mon manuel. Mais il y a aussi toute une histoire européenne, à la fois politique, mais aussi une histoire du droit comparatif, qui devrait se concentrer beaucoup plus sur ce qu'on peut appeler, alors sans aucun sens péjoratif, sur les périphéries. Et les périphéries ne sont pas seulement des périphéries géographiques, mais aussi des périphéries qui sont tout à fait au centre de l'Europe. En ce sens, dans l'histoire et dans l'historiographie européenne, l'historiographie du droit, la Suisse, par exemple, qui est quand même tout à fait géographiquement au centre de l'Europe, est en fait une sorte de périphérie historiographique, mais aussi périphérie dans le sens que c'est un peu aux confins de différentes traditions juridiques. Donc ici, on a, si je veux, le double sens de périphérie, et j'insiste, sans aucun sens péjoratif, qui va nous être proposé par Madame Korpiola. Je vous remercie beaucoup. C'est pour moi un grand plaisir et honneur d'être ici aujourd'hui. Je voudrais remercier Alain Weifels de l'invitation et le Collège de France de l'accueil. La réception juridique est un sujet classique de l'histoire du droit. Même si beaucoup de recherches à ce sujet ont été menées depuis 150 ans en Suède et en Finlande, beaucoup de territoires demeurent encore inexplorés. Pourtant, cette recherche fondamentale est impérative si on veut avoir une compréhension fiable des chronologies, des courants de pensée ou de la diffusion des idées, doctrines et institutions juridiques. Il en est de même pour l'analyse des particularismes juridiques et des développements communs en Europe, ou encore de la construction d'identité nationale dans la discipline de l'histoire de droit. Aujourd'hui, ma présentation abordera quelques aspects de l'histoire de droit de la Suède prémoderne d'un point de vue comparatif et européen. Le développement du droit sera analysé dans le contexte politique. Le droit scandinave médiéval a subi des mutations permanentes depuis le XIIe siècle. Malgré l'absence de sources contemporaines, on croit aujourd'hui que les coutumes de 4 provinces du royaume de la Norvège ont fait d'objet de recueils écrits au cours du XIIe siècle. Après celles de Norvège, les coutumes provinciales de l'Islande
des royaumes du Danemark et de la Suède ont aussi été compilées. Quelques-unes d'entre elles ont été mises par écrit par une commission de juges et nobles connaissant la loi et coutumes de la province. Pour la Suède, 9 lois provinciales sont préservées partiellement ou entièrement jusqu'à nos jours, et 3 autres ont probablement existé au Moyen Âge, au XIIIe et XIVe siècle. 2 d'entre elles ont certainement été compilées par une commission et ont été promulguées par le roi après avoir été acceptées par les assemblées provinciales. En Norvège, Magnus VI de Norvège, dit Lagabøte ou le législateur, a été l'un des premiers rois d'Europe à avoir unifié la loi dans son royaume. Au commencement de son règne, il fit promulguer quelques lois provinciales. Ce projet s'est ensuite fait plus ambitieux pour déboucher sur un processus de rédaction d'une loi nationale commune à tout le pays, sauf les villes. Après la rédaction d'une première version de la commission de rédaction, cette loi a été acceptée par les assemblées provinciales en 1274. La loi ou code de Magnus Lagabøte a été écrit en vieux norvégien, c'est-à-dire en la langue vernaculaire, chose nécessaire parce que les juges étaient des laïcs, des nobles, des paysans de propriétaires terriens et des agents royaux qui généralement n'avaient pas fait d'études universitaires et ne savaient pas le latin. Le roi Magnus Eriksson de Suède, imitant son arrière-grand-père, a initié un processus identique pour améliorer la loi suédoise dans les années 1340. Comme en Norvège, il semble que les provinces n'aient pas protesté contre le projet du roi remplaçant les lois provinciales par une loi nationale. Aucune codification n'est un simple et innocent projet de mettre à l'écrit des normes orales. Au contraire, c'est toujours l'occasion de réviser, moderniser, choisir entre diverses variantes et entre des options politiques différentes. On ne sait pas exactement quand la loi nationale de Magnus Eriksson a été achevée, entre 1347 et 1352. La protestation des prélats suédois auprès de la commission de rédaction contre la loi pour protéger le droit canonique et les privilèges de l'Église compromis par cette loi a été écrite en 1347. À cause de la réclamation de l'Église, la loi n'a pas de chapitre sur l'Église, contrairement à presque toutes les lois provinciales. À sa place, ceux des lois provinciales, spécialement celui de la loi d'Uppland, a été appliqué, et la juridiction ecclésiastique et séculaire est restée plus ou moins coutumière, contrairement à la Norvège. Cependant, comme en Norvège, le Code national a reçu l'addition d'une loi nationale pour les villes suédoises, les 2 lois ayant été écrites en suédois. Donc, en 1360, les lois provinciales ont été remplacées par 2 codes nationaux, l'un pour la campagne où habitait plus que 95% de la population et l'autre pour les villes, ce dernier restant en vigueur jusqu'à la grande codification, le Code du règne de la Suède de 1734, qui entra en vigueur 2 ans plus tard. Il convient également de mentionner que déjà les lois provinciales ainsi que les lois nationales contiennent toutes les matières juridiques. Par exemple, un chapitre sur le roi contenant des normes sur l'élection du roi,
son pouvoir et ses devoirs, etc., un chapitre sur le mariage, la succession, la terre, le commerce, la procédure et plusieurs sur les infractions et les crimes. Il faut observer que les lois provinciales suédoises ont été presque remplacées par les deux lois de Magnus Eriksson. Le fait que nous n'ayons que très peu de manuscrits médiévaux complets des lois provinciales et que quelques lois provinciales aient entièrement disparu démontre que dans la pratique judiciaire, elles ont été remplacées par les lois nationales. D'ailleurs, la position dominante des lois nationales a été renforcée par les lacunes des autres sources du droit, concurrentes ou supplémentaires. La coutume est rarement mentionnée, sauf dans les sources ecclésiastiques, et il n'y existait pratiquement pas de jurisprudence suédoise avant le XVIIe siècle. Au bas Moyen Âge, les rois ont commencé à donner des ordonnances et édits, aussi en Suède. Les ordonnances et édits royaux sont devenus une source du droit de plus en plus importante en Suède au temps moderne. Faute de sources de droit concurrentes, la loi du Suède, c'est-à-dire les codes nationaux et le droit statutaire, a joué un rôle dominant dans la culture juridique en Suède. Cette tendance a aussi été nommée proto-légalisme par Heikki Pihlajamäki. Le fait que les lois et ordonnances sont écrites en suédois, la langue vernaculaire, est aussi important pour expliquer leur développement particulier dans une culture juridique où presque tous les juges et représentantes du roi étaient des laïcs qui n'avaient pas fait d'études universitaires. Si on examine le particularisme juridique et les développements communs, on peut constater que la Scandinavie et la Suède ont suivi la tendance générale dans l'Occident médiéval à la compilation par écrit du droit coutumier. Chose plutôt rare, en revanche, en Europe centrale et orientale. La mise en recueil du droit coutumier est donc un développement commun, mais en revanche, les lois nationales compilées et promulguées à la fin de la XIIIe et au milieu du XIVe siècle sont rares en Europe et relèvent d'un particularisme. Avant Magnus Lagabøte de Norvège et son code national, il n'existe que 2 codes similaires dans l'Europe médiévale. L'empereur Frédéric II a promulgué un code, les constitutions de Melfi ou Liber Augustalis pour le royaume de Sicile en 1231 et le roi Alphonse X, le sage de Castille, a fait rédiger la Siete Partidas entre 1256 et 1265. Les constitutions de Melfi sont en latin et elles ont aussi été traduites en grec, alors que les Siete Partidas sont écrites dans la langue vernaculaire, comme les codes nationaux suédois. Mais il faut se souvenir que la Castille et la Sicile ont fait partie de l'Empire romain. Les coutumes de ces 2 régions ont ainsi été influencées par le droit romain depuis l'Antiquité, ce qui n'est pas le cas pour la Scandinavie. En outre, les constitutions de Melfi ainsi que la Siete Partidas sont considérées comme des étapes importantes dans la réception du Jus Commune en Sicile et Castille. Les sources de la Siete Partidas sont différentes. Le Liber Extra, le Corpus Juris Civilis, les œuvres de Raymond de Peñafort, Azon, Accurs et celles des légistes, entre autres. Les constitutions de Melfi sont partiellement basées sur la législation de Roger II. Les assises d'Ariano de
1140 et elle-même représente, selon Kenneth Pennington, le meilleur exemple de l'influence de l'école de droit de Bologne sur le droit séculier dans la première moitié du XIIe siècle, en dehors des manuscrits de rois romains. Certes, on peut trouver des exemples de la réception du droit canonique dans la loi nationale de Magnus Eriksson, mais par comparaison avec plusieurs autres régions en Europe occidentale, cette réception est assez modeste. Le moment où cette compilation de la loi nationale a été effectuée donne une explication, dans une certaine mesure, à cette constatation, car il y avait alors en Suède relativement peu de personnes qui avaient étudié le droit canonique ou romain à une université comme celle de Paris ou Bologne. La situation était en revanche devenue différente un siècle plus tard, sans parler de la fin du XVe ou du début du XVIe siècle. Dès 1437, on connaît 14 docteurs de droit canonique, 3 docteurs utriusque iuris et 3 licenciés de droit canonique dans la Suède de la pré-réforme. Presque tous les docteurs et licenciés étaient des évêques et chanoines. On compte seulement un laïc, ce qui a contribué à une chute brutale de compétences en jus commune en Suède après la réforme. Si la loi nationale de Magnus Eriksson avait été compilée 100 ou 150 ans plus tard, il est vraisemblable qu'elle aurait contenu beaucoup plus d'éléments issus du droit commun. Bien que le code de Magnus Eriksson pour la campagne ait été révisé par Christophe de Bavière, roi de Suède, en 1442, la révision a été légère pour des raisons politiques. Cette version révisée de la loi n'a commencé à remplacer celle de Magnus Eriksson que dans la seconde moitié du XVIe siècle. Au lieu de passer par une nouvelle grande compilation de droit, la réception du droit du bas Moyen-Âge s'est faite par les ordonnances et édits. Elle est donc restée plus limitée, même avant la codification de 1734, la réception juridique a eu lieu largement dans les ordonnances et la pratique judiciaire. Les lois nationales sont devenues des freins à la réception juridique en Suède. L'approbation d'une nouvelle loi par les 4 États, noblesse, clergé, bourgeois et paysans, remplaçant les lois médiévales, constituait un exercice politique difficile, ce dont le roi Charles IX put se rendre compte au début des années 1600. Il voulut faire adopter une nouvelle loi de la campagne, mise à jour, qui certes augmentait le pouvoir du roi. De ce projet restent 2 versions provisoires après qu'il a fait naufrage. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu de code national au Danemark avant les années 1680 comme en Norvège et la Suède? Les structures féodales du Danemark, qui sont assez différentes de la Suède, peuvent fournir une explication. On peut observer généralement que la création d'un code national a étendu et consolidé le pouvoir du droit vis-à-vis des régions et de l'aristocratie féodale. Ce fut un facteur important de l'échec de plusieurs tentatives de codification nationale. Par exemple, la Landelove, celle du Danemark par le roi Christian II dans les années 1520, le Decretum Maius du roi Matthias Corvinus d'Hongrie en 1486 ou le Codex Carolinus
ou Majestas Carolina, inspiré par les constitutions de Melfi de l'empereur Charles IV de Bohême, abandonné en 1355. Codifier le droit passe toujours par un processus de sélection qui n'est pas neutre, mais bien plutôt politique. L'assimilation du droit romain au Saint-Empire romain germanique, dont le pouvoir et le territoire étaient en expansion au bas Moyen-Âge, de même que les tentatives par les rois de renforcer leur pouvoir par le roi romain, ont contribué à l'opposition aux codifications. Cela explique aussi le paradoxe apparent qu'en Scandinavie médiévale, c'est la codification du droit coutumier qui a entravé la réception du jus commune, tandis qu'en Europe centrale et orientale, c'est plutôt l'absence de codification ou la codification partielle seulement du droit coutumier qui a ralenti la réception du jus commune. Je viens de souligner que la culture juridique en Suède est traditionnellement dominée par les laïcs. J'ai aussi observé qu'il y avait peu de gens dans la Suède médiévale qui avaient obtenu des doctorats en droit avant que leur nombre atteigne un point culminant autour 1500, dépassé seulement au XIXe siècle. Presque tous ceux étudiés dans les universités étrangères le faisaient à la charge de l'Église et ils devenaient prêtres, chanoines et évêques. Dans l'administration royale, le personnel formé aux universités était rare. Dans les villes et la campagne, le personnel et les juges des tribunaux locaux étaient constitués par des laïcs. Dans les petites villes suédoises, dont la capitale Stockholm est la plus grande, avec ses 5 000 ou 6 000 habitants, les juges de tribunaux municipaux étaient des bourgeois qui accomplissaient ainsi un devoir en plus de leurs autres obligations. Comme point de référence, on doit se souvenir qu'en 1328, la population de Paris dépassait les 200 000 habitants. Dans la campagne, les juges nobles formaient les tribunaux avec 12 paysans locaux, nommés le jury ou nämnd en suédois. Le nämnd et le juge examinaient les causes et tranchaient ensemble. La participation populaire des hommes locaux ainsi que la participation populaire à l'audience du tribunal ont été un facteur de légitimation des procès. Les juges provinciaux, en principe, des tribunaux de deuxième instance, étaient des aristocrates importants, là encore sans avoir fait d'études juridiques. La connaissance du droit et de la loi de Suède était normalement acquise sur le tas, par l'expérience, avant que les études de droit aux universités suédoises deviennent plus communes au XVIIe siècle. À la même période apparurent les premiers avocats. Le degré de connaissance du droit variait donc beaucoup, des professionnels à ceux qui l'ignoraient totalement. Cependant, le fait que les juges ont été des laïcs jusqu'au XVIIIe et XIXe siècle, et dans le cas des jurés, même jusqu'au XXe siècle, a eu un rôle déterminant pour la réception du jus commune, ainsi que du droit étranger en général, comme par exemple le droit allemand. Les tribunaux constitués de laïcs ne savaient pas appliquer des normes ou doctrines sophistiquées, nécessitant la connaissance du latin ou d'une jurisprudence compliquée. Même si l'établissement de la première cour d'appel royale à Stockholm en 1614 a lancé un processus de professionnalisation, ce dernier a été assez lent.
les laïcs ont appliqué la loi vernaculaire. À la fin des temps modernes, la codification suédoise de 1734 était le plus diffusé des livres non religieux dans le pays. Le droit de Suède, Sveriges lag, et spécialement les codes nationaux ont aussi devenu des importants symboles politiques. Selon le Code national de Magnus Eriksson, le roi n'avait pas le droit de porter atteinte à la vie ni à l'intégrité physique de qui que ce soit, riche ou pauvre, ni de saisir des biens, sinon par jugement légitime, selon la loi et le droit du règne. La rédaction du Code national de Christophe de Bavière, roi de Suède, insiste ici particulièrement sur le jugement selon la loi écrite de la Suède. À la fin du XIIIe siècle, le roi de Suède évoque la lex Julia majestatis pour confisquer des biens des épouses des adversaires politiques. Cette tentative de réception du roi romain de lèse-majesté n'a pas été acceptée par les aristocrates suédois. En plus, le chapitre du Code national consacré au roi observe que ce dernier n'avait pas seulement maintenir en vigueur et défendre la loi de la Suède à laquelle le peuple a donné son accord et consentement, mais aussi garantir qu'aucun droit étranger ne s'insinue dans le royaume comme loi et droit pour le peuple. Aucune nouvelle loi ne devait être adoptée sans l'accord et consentement du peuple. La loi écrite de la Suède, acceptée par le consentement du peuple, est donc devenue le fondement du système juridique en Suède depuis le Moyen Âge. On trouve aussi dans les lois provinciales de Jutland au Danemark et de la loi provinciale de Hälsingland en Suède le phrase fameux « Le pays doit être fondé par le droit, med lag skall landet byggas ». La loi et la légalité sont devenues des pierres angulaires dans l'identité de l'histoire de droit en Suède et plus tard en Finlande. Dans la même manière, les juges laïcs des campagnes, les hommes libres suédois et la participation populaire par le Nämnd, les jurés, ont été mentionnés comme traits particuliers de la culture juridique dès les temps modernes. La représentation politique des paysans dans le Parlement comme législateurs a également été vue au XVIIe siècle comme un particularisme suédois. Au lieu de considérer cela comme une preuve de l'état arrière du pays, les auteurs l'ont plutôt présenté comme un élément démocratique, chacun ayant la possibilité de gagner en honneur et d'obtenir des postes importants. Créant l'identité de l'histoire du droit suédoise, ces auteurs ont ainsi fait une vertu de la nécessité. Les circonstances locales, quelles qu'elles soient, peuvent être interprétées de façon positive. Selon la perspective adoptée, la Suède peut être considérée comme une périphérie sous-développée et oubliée dans le grand récit européen de l'histoire du droit basé sur le jus commune. De par son particularisme, la Suède peut aussi être vue comme l'avant-garde de la démocratie et de la participation populaire. La codification nationale aussi, bien ainsi que la non-codification, comme le système de la common law en Angleterre, peuvent être symboles d'identité et de particularisme. Si on le veut, l'une
et l'autre possibilité pouvait faire l'obstacle au droit étranger et la réception juridique. Mais une chose est essentielle pour définir des identités nationales de l'histoire du droit. C'est la comparaison, car c'est seulement par rapport aux autres pays et à leur système juridique qu'on peut comparer et mettre en contraste un ordre juridique national. Si la définition d'une identité nationale de l'histoire de droit n'est pas le résultat d'une entreprise rigoureuse et scientifique, l'histoire comparative du droit, en revanche, possède ces caractères. Dans les dernières décennies, l'histoire comparative de droit est devenue une méthode indispensable pour mieux observer et analyser les particularismes, les développements communs et les processus de réception juridique. Je voudrais finir avec une observation personnelle, si vous le permettez. J'ai récemment rédigé un bref aperçu de l'histoire du droit médiéval de l'Europe centrale et orientale, dont je ne savais pratiquement rien avant d'entreprendre cette tâche. Que cela fût raisonnable ou non, après plusieurs semaines et plusieurs livres achetés par Amazon, j'ai achevé la première version de cette synthèse. Tout en m'efforçant de comprendre et d'analyser l'histoire de droit de l'Europe centrale et orientale du Moyen Âge, j'ai appris des choses importantes sur l'histoire du droit scandinave du Moyen Âge. En lisant des livres sur l'histoire du droit français, j'apprends à mieux analyser le système juridique de la Suède et de la Finlande du Moyen Âge au temps moderne. Sans ces connaissances, sans ces aperçus, je n'aurais pas été en mesure de vous parler aujourd'hui du particularisme juridique et des développements communs en Suède. Je vous remercie de votre attention. C'est nous qui vous remercions, Mia Korpiola. Alors, je permets quand même aussi de remercier tout d'abord, même si c'est une question purement formelle, d'avoir fait cette conférence, cette communication en français. Il ne faudrait pas que cela fasse penser en France que la langue française a encore un tel rayonnement que si on se retrouve dans les rues de Helsinki, alors je me borne à la capitale, qu'on peut simplement demander son chemin ou qu'on peut demander une information en français. Donc c'est tout à fait rarissime et je vous remercie d'avoir fait une communication en un français qui était tout à fait impeccable au niveau académique. Mais alors sur le fond, je tiens aussi à vous remercier parce que j'insiste beaucoup que dans le cadre de cette chaire européenne, que dans le cadre de cette recherche vers une culture juridique européenne, qu'on insiste beaucoup, je l'ai déjà dit dès la leçon inaugurale, sur les particularismes. Sans les particularismes, on ne va jamais arriver à connaître, à saisir une culture juridique européenne. Alors là, évidemment, votre communication, votre contribution est extrêmement précieuse. Elle est extrêmement précieuse parce qu'elle évoque tout un nombre de questions fondamentales auxquelles je n'ai pas de réponse ou même parfois d'hypothèses toutes faites. Il y a notamment cette question très importante, et certainement si on met les particularismes en jeu pour différentes périodes, dans quelle mesure est-ce qu'une culture juridique est-elle possible ou pas possible en fonction qu'il y ait ou non une profession juridique? En d'autres mots, est-ce qu'il faut des juristes pour qu'il y ait nécessairement une culture juridique? C'est une question extrêmement difficile. Alors, ce qui me frappe là-dedans, c'est qu'il y a un nombre d'éléments où on voit justement que sans finalement beaucoup de juristes professionnels tels qu'on l'entend dans d'autres parties de l'Europe, qu'on a quand même une culture juridique. Qu'on va parler, je reprends la phrase que vous avez citée, qui était sur une diapositive précédente, où on dit que le pays est fondé sur le droit.
Et l'une des grandes questions qui nous intéresse alors justement dans l'histoire comparative du droit, est-ce qu'il y a, et dans quelle mesure y aurait-il, une conception commune de droit? Quand les acteurs sociaux qui ne sont pas des juristes professionnels, qui ne sont pas des juristes formés à l'université, quand ils expriment ce genre d'idées, dans quelle mesure est-ce que cette conception de droit correspond à celle quand on parle des jura ou du jus ou de la common law dans des milieux professionnels de juristes ailleurs en Europe? Mais je crois donc justement que c'est une dimension qu'il faut absolument pouvoir intégrer. C'est tout à fait fondamental. Si on ne parvient pas à intégrer ça, on ne va pas avoir une intégration de culture juridique européenne. Donc tout à fait fondamental, périphérique peut-être, mais tout à fait central pour nos préoccupations.